vous ainsi que votre délégation. Merci, merci, monsieur. Le président. Donc, pour commencer, j'aimerais vous entendre. Comment décririez-vous la situation actuelle en République démocratique du Congo, monsieur le président? Oui, c'est une situation injuste qui nous est imposée. Nous sommes des victimes. Nous avons lancé de nombreux chantiers en République démocratique du Congo. Le premier était celui qui consistait en un processus de construction de la paix. J'ai visité les 9 pays voisins de la RDC. J'ai rencontré mes homologues pour discuter de la nécessité de développer un programme de développement commun au bénéfice de nos populations. L'autre projet était celui qui consistait à reconstruire notre pays avec des infrastructures et un autre concernait l'aspect social. Nous avons lancé un programme d'éducation gratuite et nous travaillons sur la couverture santé universelle afin d'améliorer l'accès aux soins pour tous les citoyens congolais. Et pendant que nous travaillions sur tout cela, nous étions confrontés à une guerre injuste. C'est caché derrière des intentions de pillage, l'intention de piller nos ressources minérales et agricoles. C'est malheureusement la situation injuste que nous vivons. Vous avez mentionné plusieurs fois l'injustice et les victimes. Qu'aimeriez-vous que la communauté internationale comprenne mieux à propos de ce conflit? Quelque chose qui est peut-être souvent négligé ou mal compris. La communauté internationale doit comprendre que tout cela a commencé avec le génocide du Rwanda en 1994. À cette époque, la RDC s'appelait le Zaïre et le président du Zaïre, Feu Mobutu, avait été invité à ouvrir les frontières pour accueillir les réfugiés rwandais qui fuyaient le génocide. Mais malheureusement, parmi ces victimes, il y avait aussi des auteurs du génocide et nous aurions dû agir autrement afin de contrôler ces auteurs du génocide. Mais nous avons donné à l'armée rwandaise l'autorité d'entrer sur le territoire congolais et de régler ce problème par la force. Et à partir de ce moment-là, la crise a commencé en RDC et la communauté internationale nous a abandonnés. Et nous sommes des victimes et nous avons enregistré des millions de victimes depuis lors. Aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale devrait prendre parti pour nous et nous aider à résoudre cette situation. Et c'est pourquoi je voudrais ici remercier l'administration Trump pour ceux qui sont dans l'état d'esprit pour les efforts qu'il déploie. Et j'en suis même convaincu, cela va réussir. Et je veux vraiment dire que finalement, la communauté internationale, à travers les États-Unis qui prennent les devants, comprend qu'il était nécessaire de venir en aide au peuple de la RDC. Parlons donc de cette prochaine cérémonie de signature de l'accord de paix. De quoi s'agit-il dans cet accord de paix? Pouvez-vous expliquer? Eh bien, il n'y a rien de magique dans cet accord. Comme je viens de le dire, tout repose sur la prise de conscience de l'administration américaine. Au sein des États-Unis, de l'administration, la prise de conscience croissante concernant les foyers de conflits persistants. Cela existe depuis environ 30 ans et a causé des millions de victimes innocentes. Donc, comme toute autre initiative, il s'agit véritablement de mettre fin à la guerre et, par la force d'un seul homme, d'obtenir le retrait inconditionnel de tous les groupes armés et de tous. En plus de cela, il faut aussi trouver une solution à cette guerre qui est fondamentalement une guerre économique. Et pour la petite histoire, je viens de le dire. Juste pour vous donner un contexte, je viens de le dire. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2019, je suis allé rendre visite aux pays voisins. Et à ce moment-là, le Rwanda était
À l'époque, il y avait le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui étaient les plus concernés, car à ce moment-là, le Burundi s'était aussi allié à l'Ouganda et au Rwanda contre la RDC dans le but de proposer cet accord entre nous et de voir comment nous pourrions avancer vers une coopération basée sur des échanges économiques, au lieu de nous battre, d'avoir des différends, des tensions inutiles qui auraient des conséquences sur la stabilité de la région. Malheureusement, en 2022, le Rwanda nous a fait la guerre et l'Ouganda l'a compris. Nous sommes maintenant en train de bâtir de bonnes relations avec le président Museveni et le Burundi. Grâce au président Daesh-Meri, ils ont aussi considérablement amélioré la relation avec la RDC. Ils sont désormais un pays frère. À présent, nous espérons qu'avec la médiation des États-Unis, de l'administration, cette paix deviendra réalité. Pourquoi est-il si important d'apporter la paix en RDC? Pourquoi travaille-t-il si dur pour instaurer la paix en RDC? De votre point de vue, tout d'abord, parce qu'il l'a annoncé, et ensuite, le président Trump représente la première puissance mondiale. Les États-Unis sont en réalité les leaders et tout le monde connaît l'influence des États-Unis. Je parlais de la communauté internationale et je crois que les États-Unis ont une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé dans la région. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont coupables, mais ils ont une responsabilité, à savoir qu'ils ont fait confiance à un régime quelconque, qui était impliqué dans le génocide. Et en essayant de corriger les erreurs qu'ils avaient commises, ils en ont même causé d'autres crises en RDC. Et je pense que cette prise de conscience de la part de l'administration américaine pourrait changer la donne. Comme vous le savez, monsieur le président Trump désirait ardemment instaurer la paix en RDC, comme il me l'a personnellement dit à de nombreuses reprises. Et il a réuni cette équipe spécifique qui a vraiment travaillé dur pour faire aboutir cet accord. Et il ne souhaite pas seulement instaurer la paix en RDC, il veut aussi mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il observe également la situation au Moyen-Orient. Et ma question pour vous, Monsieur le Président, lorsque nous verrons enfin la paix s'installer en RDC, envisagez-vous d'être le premier président africain à nommer le président Trump pour le prix Nobel de la paix? Le Pakistan vient de le faire, d'ailleurs. Quand atteindrons-nous enfin la paix, la véritable paix durable? Dieu seul en vérité le sait. J'ai une dette envers le président Trump. Je reconnais que il s'est vraiment impliqué personnellement dans cette question et nous lui devons véritablement de la reconnaissance pour cela. Par le docteur Massad Boulogne. J'ai nommé une équipe dirigée par le docteur Massad Boulos qui travaille en collaboration avec nos amis du Qatar, ainsi qu'avec les présidents de l'Union africaine, sous la direction du président Faure Yassine Bek, et des étudiants. C'est quelque chose qui progresse très bien. Et maintenant, nous en sommes au stade de l'accord de principe. Un ensemble de principes a été retenu pour l'accord. Et si tout se passe bien, d'ici la fin de la semaine prochaine, nos deux ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda se rencontreront aux États-Unis pour signer plus qu'un accord de paix, plus qu'un accord de principe. Et ensuite, nous viendrons entériner cela autour du président Trump aux États-Unis, mais je ne sais pas quand cela aura lieu. Cela dépendra à la fois de l'avancée de la défense sur le terrain, mais aussi du calendrier américain, de l'agenda des États-Unis. Comme nous le savons, les États-Unis sont impliqués dans de nombreux dossiers. Nous avons parlé du Moyen-Orient, nous avons évoqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et il y a aussi les conflits entre l'Iran. Donc cela dépendra de ces facteurs, mais je pense que cela pourrait avoir lieu vers mai ou juillet. Mais ensuite, je crois que si nous,
s'ils parviennent à accomplir cela, à mettre fin à un conflit injuste qui a causé des milliers, voire des centaines de milliers de morts, ainsi que d'innombrables souffrances, des familles déplacées et une destruction massive, alors ce serait un pas immense vers la paix et la stabilité pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Les gens diraient que cette guerre a causé plus que la Seconde Guerre mondiale, et je pense que si le président Brown, grâce à la médiation, parvenait à mettre définitivement fin à cette guerre, il mériterait vraiment ce prix Nobel. Je serai le premier, j'irai le premier voter pour lui. Et Monsieur le Président, comme nous le savons, la perception de la République démocratique du Congo dans le monde n'est pas bonne. Beaucoup de gens considèrent ce pays comme un pays très corrompu et avec des problèmes de mauvaise gouvernance. Lorsque cet accord de paix sera enfin conclu, prévoyez-vous de mener un travail très approfondi pour lutter contre la corruption dans ce pays? Parlons de cette question de la corruption, l'habitude de stigmatiser la République de Montréal. En général, la RDC est stigmatisée. Bien sûr, la corruption existe partout dans le monde. Même dans les pays démocratiques, partout ici, vous entendrez parler de corruption, de haine. Donc ce n'est pas quelque chose de très spécifique uniquement à la RDC. Et puis, il faut savoir qu'il y a de multiples éléments à prendre en compte dans notre pays lorsqu'on parle de corruption. La première chose, c'est le comportement. Au cours de toutes ces dernières années, nous avons pris en considération les problèmes de comportement. Par conséquent, la corruption est très présente et très évidente en Afrique chez les Congolais. Et puis, nous avons aussi cet aspect légal, le système du pays. Nous devons veiller à résoudre ce problème. Et nous avons aussi les conditions sociales, c'est-à-dire les salaires qui rendent difficile pour certaines personnes de manger et de subvenir à leurs besoins. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler depuis que j'ai pris mes fonctions en 2019. Nous avons commencé à lutter contre cela. J'ai mis en place plusieurs mécanismes de changement de mentalité et il existe une unité qui se consacre à cela et une autre qui lutte contre la corruption par la sensibilisation et la dénonciation. J'ai lancé des réformes et aujourd'hui je pense que ce n'est pas encore parfait, mais nous continuons d'y travailler. Avez-vous constaté des progrès? Bien sûr, il y a des progrès. Je préciserai que le troisième élément concerne les recettes lorsque je suis arrivé au pouvoir. Le budget de la RDC était d'environ 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous avons multiplié ce montant. Et aujourd'hui, nous sommes capables de le collecter grâce aux mécanismes que nous avons mis en place. Nous avons collecté plus de recettes et nous allons également mobiliser nos efforts car nous devons diversifier notre économie. Nous allons définitivement élargir notre... Nous allons avoir la possibilité d'améliorer l'efficacité de la justice et du système juridique et cela nous permettra de réduire l'impact de la corruption sur l'économie. Monsieur Tonka, les donateurs, je veux cela. Donc, il nous faut juste un peu de temps et nous avons aussi besoin de paix et de stabilité. Cela nous permettrait d'atteindre tout cela. C'est pourquoi l'accord, comme nous en parlions, c'est ça, l'accord. L'affaire, l'accord économique avec les États-Unis est bien accueilli ici, car cela nous permettra non seulement d'extraire nos minerais, mais aussi de trouver les responsables, mais aussi de les traiter et de les transformer localement en améliorant notre capacité énergétique, en transformant, en apportant de la valeur ajoutée, en créant des emplois. Et cela permettra un développement économique durable et significatif, favorisant la croissance et la prospérité de la région, et cela aura également un impact positif et durable sur l'état d'esprit des habitants et des communautés locales congolais, comme je viens de le dire, et cela leur permettra de travailler pour le développement de leur pays au lieu de corrompre le système économique. Voilà, c'est tout. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Nous avons besoin de paix et de stabilité. Monsieur le Président,
l'accord de paix, la paix qui viendra en RDC apportera de nombreuses opportunités d'investissement. Envisagez-vous de renforcer cette lutte contre la corruption? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui envisageront de venir en RDC, mais la situation actuelle n'est pas la meilleure. La corruption est toujours présente, même si le président a mentionné qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour lutter contre la corruption, mais prévoyez-vous de renforcer cette lutte contre la corruption? Oui, bien sûr. Nous n'avons pas attendu cet accord économique pour lancer ces initiatives. Je parle déjà de ce que nous avons fait avec nos amis chinois. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, j'ai constaté une injustice dans le partenariat qui avait été signé. La Chine avait signé avec le gouvernement et j'ai estimé que c'était une injustice. Je me suis rendu en Chine et j'ai parlé avec les dirigeants et je leur ai dit que j'attendais un partenariat gagnant-gagnant. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'ici, la Chine tirait plus de bénéfices que le Congo et nos amis chinois ont accepté de revoir cela. Et maintenant, nous essayons de rééquilibrer les choses à ce sujet. Maintenant, bien sûr, cet accord aura un impact non seulement sur le niveau de vie des Congolais, mais aussi sur les comportements, les mentalités qui, il faut le souligner, sont très vulnérables, particulièrement exposés à la corruption. Lorsque vous avez une capacité financière, vous êtes moins vulnérable à la corruption. Voilà, c'est ça. Prévoyez-vous d'assurer la sécurité des investisseurs étrangers dans les zones qui étaient en conflit? Oui, pour ces zones aujourd'hui, nous luttons contre ce conflit, nous essayons de l'éradiquer. Grâce à cela, à la médiation des États-Unis, que je recommande, mais aussi au renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et à ce sujet, je crois, nous avons été très peu performants et même la dernière agression du Rwanda dans la ville de Goma à Bukavu démontre que nous avons été très peu performants dans notre système de défense. Mais bien sûr, c'est grâce aux réformes, aux partenariats et aussi à l'investissement dans les institutions, à savoir le service de renseignement et l'armée, que cela nous permettra d'améliorer ce système de protection. Pour les citoyens et pour nos frontières. C'est donc ce que nous préparons et je crois que cet investissement sera le bienvenu puisqu'il permettra à la RDC ainsi qu'aux États-Unis pour gagner du temps et par conséquent, nous aurons plus d'intérêts communs à préserver et les États-Unis. L'expérience nous sera également très bénéfique pendant cette période. Et avez-vous des politiques pour engager la diaspora congolaise dans le développement national? Il y a beaucoup de Congolais très talentueux et avec des compétences qui peuvent aussi apporter leurs connaissances pour développer le pays. Prévoyez-vous d'adopter une politique pour impliquer ces Congolais de la diaspora? Eh bien, la première politique, en ce qui me concerne, c'est la loi sur le népotisme. Comme vous le savez, aujourd'hui, la nationalité congolaise est exclusive. Cela signifie que lorsque vous avez la nationalité congolaise, vous n'avez pas le droit d'en avoir une autre. Or, nous avons beaucoup de citoyens du Congo de nationalité et qui ont acquis d'autres nationalités. Donc oui, il faut vraiment défendre ce principe, mais au Congo, c'est très sensible puisque nous avons subi les conflits, notamment les conflits avec les voisins, mais nous avons vu que nous étions victimes d'une infestation. Des citoyens venus de nulle part se sont présentés comme étant congolais, c'est donc un sujet très sensible. Et la deuxième chose que nous avons déjà commencé, c'est annuler le visa pour les citoyens d'origine congolaise, même s'ils ont une autre nationalité supplémentaire, ils ont le droit de revenir au Congo sans aucune exigence de visa. C'est donc une mesure effective depuis que j'ai pris mes fonctions. Maintenant, nous travaillons aussi en essayant de mettre en place des incitations à l'installation pour ces Congolais qui reviendraient au Congo dans le but d'investir.
Mais bien sûr, elle parle de ceux qui ont des connaissances et des compétences, peut-être des professeurs ou des médecins. Nous essayons également d'améliorer les conditions grâce au programme de développement des 145 territoires que j'ai mis en place dans le but d'améliorer les conditions de vie dans ces territoires qui vivent dans des conditions précaires. Nous construisons des infrastructures agricoles, des routes, des écoles, des centres de santé, des bureaux administratifs afin de rendre la vie plus confortable et de lutter contre l'exode rural. Et je crois que tout cela aura un impact sur les décisions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui décideront de quitter les États-Unis pour venir s'installer à la campagne, quelque part dans une région reculée du Congo, peut-être en Ituri, à Choupo, à Kasaï, et ainsi de suite. Il y a quelque temps, et cela contribue au développement. Ce seront donc les principaux piliers que nous sommes en train de développer. Comme je viens de le dire, il faut la paix et la stabilité, car il est impossible d'atteindre de tels objectifs sans paix et stabilité. Encore une question que beaucoup d'Africains aimeraient sûrement entendre de votre part. Selon vous, pourquoi est-il si difficile pour les Africains de trouver des solutions à leurs propres problèmes? Par exemple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le processus de Luanda, le processus de Nairobi, l'Union africaine, la SADC, tous ces Africains qui ont essayé d'apporter une solution à ce conflit entre la RDC et le Rwanda, alors qu'au final, la RDC a fini par chercher une solution à Doha, et maintenant ce sont les États-Unis qui dirigent ce processus de paix. Madame, vous avez posé une question. Je ne vais pas en dire plus. Eh bien, vous avez posé une question très importante qui touche à la nécessité même de l'existence de l'Afrique, et je suis vraiment contre ce genre d'hypocrisie que nous avons entre Africains. Nous parlons facilement de solutions africaines aux problèmes africains, mais à un certain moment, grâce à ce procès, cette crise injuste que nous vivons causée par le Rwanda, cela m'a permis d'avoir une vision claire de ce slogan qui est vide de sens. Nous avions des preuves et des éléments concrets. Nous avons été victimes de l'agression rwandaise, mais je n'ai pas vu de pays africains, du moins pas beaucoup de pays africains, qui se seraient dressés pour dénoncer cette injustice. Certains, vous avez dit que nous sommes partis avec les homologues. Des homologues venaient me voir et me disaient, lors de certains forums africains, ils me disaient quelque chose en privé, mais ils n'étaient pas capables de le dire ouvertement. Et je dois vraiment saluer le président Lourenço, qui est un excellent médiateur, qui vraiment a fait tout son possible pour parvenir à cette paix. Et s'il n'y avait pas eu cela, si nous avions réussi à nous rencontrer le 15 décembre au Rwanda, nous aurions pu régler cette question liée à la crise. Je salue également certains pays de la SADC qui nous ont soutenus, et je citerai l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Ce sont des pays qui ont vraiment pris cette question au sérieux afin de faire avancer les choses. Je dois aussi remercier l'Ouganda, le Kenya et le Burundi, surtout le Burundi. Ils ont vraiment été à nos côtés et ont pris position avec nous. Je dois vraiment mentionner ce pays parce que beaucoup d'autres n'ont pas eu le courage de s'impliquer comme ces pays l'ont fait. Et c'est le problème que nous avons en Afrique. Évidemment, nous subissons aussi une certaine influence de l'extérieur du continent, je pense. Mais je crois qu'en Afrique, la véritable indépendance consiste à pouvoir dire que nous avons des principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Et parmi ces principes que nous avons établis, il y en a un qui concerne la non-agression des États africains envers un autre État africain. Donc, une fois que cela est accompli avec succès, c'est un principe sur lequel nous sommes tous tombés d'accord. Nous devrions avoir le courage de dire que cela ne peut pas avoir lieu, mais nous ne le faisons pas. Le problème avec les Africains, c'est que nous sommes nous-mêmes le véritable problème. Nous acceptons et nous mettons d'accord sur des principes auxquels nous ne nous conformons pas.
En pratique, en 2019, il y a eu une résolution qui a été lue selon laquelle l'objectif pour 2020 serait de faire taire les armes et les conflits en Afrique. Cela a-t-il été accompli? Non, aujourd'hui c'est un échec flagrant. Ce qui signifie que nous sommes des principes auxquels nous ne nous conformons même pas. Tant que nous nous comporterons de cette manière, les autres continents ne nous respecteront jamais, ils seront en train de se plaindre ici et là, disant que les Africains ne sont pas respectés. C'est cela que nous devons commencer à faire. Nous ne pourrons être respectés par les autres que si nous sommes capables de respecter les engagements que nous avons pris. C'est que nous, en tant qu'Africains, ne sommes pas unis. Nous n'avons pas la même vision sur certains sujets. C'est pourquoi nous continuons à avoir ces problèmes. Eh bien, notre union, tu sais, elle n'est pas vraiment réelle. Comment peut-on véritablement parler d'unité, d'une réelle union entre les peuples, lorsqu'une nation, en toute conscience, peut provoquer la mort de millions de personnes innocentes sur le territoire voisin sans que personne n'intervienne? Et tout le monde le voit, tout le monde en est témoin, dans le but de servir des intérêts qui restent obscurs pour la majorité. Piller les ressources minières, de quelle unité parle-t-on? Je ne veux pas que tu approfondisses vraiment ce mot. Je ne peux pas définir l'unité avec un tel comportement. Donc ce n'est pas réel cette unité. On en parle simplement, mais ce n'est pas réel. Peut-être que j'étais naïf de croire en cette unité africaine, mais je pense que c'est la leçon que j'ai tirée de cette crise. Et il est donc vraiment important d'aller partout en Afrique et de dire que l'unité africaine dont nous parlons tous n'est pas réelle. L'unité africaine commence réellement par le respect des principes que nous avons choisis et pour lesquels nous avons voté. Et celle qui pose question, monsieur. Monsieur le Président, quoi? Quel message aimeriez-vous adresser au président Trump en disant que, finalement, ces années de guerre que le peuple congolais a endurées sont sur le point de prendre fin? Eh bien, tout d'abord, je dois le remercier pour son intérêt, car lors du premier mandat du président Trump, l'Afrique a été complètement négligée. Mais maintenant, il a manifesté de l'intérêt pour l'Afrique et nous l'en remercions. Et je veux aussi l'encourager à poursuivre dans cette voie. Pour l'Afrique, je suis convaincu et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. L'Afrique est l'avenir du monde. C'est maintenant le moment pour moi de me préparer à cet avenir en prenant parti pour l'Afrique et en nous soutenant dans nos efforts visant à développer notre continent. Et je suis convaincu que si le président Trump continue dans cette voie, il restera le président, sinon le plus grand, du moins l'un des plus grands que les États-Unis aient jamais eu. Et je crois qu'il recevra ce prix Nobel. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup.